Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Ouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité, le renforcement de la prise en charge des enfants atteints d'autisme. Le président de la République donne des instructions en ce sens. Il insiste par ailleurs sur l'impératif de réguler les importations lors de la réunion du Conseil des ministres. Afin de réduire la dépendance aux importations, une nouvelle société est créée pour développer des vaccins à usage vétérinaire. Une convention a été signée entre les groupes Saïdal et Madar. Deuxième jour des épreuves du brevet d'enseignement moyen. Ce matin, place à une matière redoutée par les candidats, à savoir les mathématiques. Les avis sont mitigés. Nouveau round de pourparlers entre Moscou et Kiev. Les deux parties se retrouvent à Istanbul pour des négociations directes et peu de chances d'aboutir à un cessez-le-feu. Volleyball, première journée du Karedas à Jijel, où la Dadouane jouera le Mouloudia d'Alger alors que le Wat Tlemcen accueillera Tajnet. Bonjour à tous. Création de deux instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation. Le président de la République instruit le gouvernement à l'effet d'enrichir les textes juridiques y afférents. Des mécanismes doivent également être mis en place, à l'instar de coopératives d'achat en charge des importations. Sur l'impératif et l'importance d'une telle mesure, l'économiste Moussa Boukrif en parle à l'Imboradou. Les achats groupés vont permettre de mutualiser les commandes, donc ce qui va permettre de diminuer les coûts unitaires grâce à les économies d'échelle. Par exemple, l'Algérie pourrait centraliser l'importation concernant les produits stratégiques. Il y a aussi la possibilité d'avoir une force de négociation parce qu'on va atteindre ce qu'on appelle un seuil de négociation quand on achète des grandes quantités. À travers ça, on peut simplifier les procédures douanières et logistiques, faciliter le traitement des dossiers, réduire les difficultés administratives. Aussi, la possibilité d'optimiser les réserves de change de notre pays, puisque dans un achat groupé, ça va permettre de réduire le coût d'acquisition de la matière première. Il y a un autre objectif, c'est le soutien de la production locale, parce que les achats groupés pourraient cibler les biens équipements ou les entrants qui sont vraiment nécessaires à notre industrie. Un autre point qui est important, c'est la lutte contre la fraude. Donc, une centralisation des importations va faciliter le contrôle de la qualité et de la traçabilité des produits. S'agissant de la prise en charge des enfants atteints d'autisme, le chef de l'État a ordonné la création d'un centre national et d'annexes régionales afin que ces enfants puissent bénéficier d'un enseignement et d'un accompagnement optimal. Sophia Boukercha pour plus de détails. La création d'un centre spécialisé pour la prise en charge de l'autisme constitue une étape majeure vers un encadrement structuré et ouvrant la voie à une meilleure inclusion et un soutien renforcé pour les personnes autistes. Faisal Neit Bouda, secrétaire général de l'Association nationale Autisme Algérie. C'est un grand acquis pour nous. Les choses commencent à bouger. Les centres qui seront des centres de référence pour que une prise en charge dans les normes soit faite par des centres qui seront gérés par l'État pour leur apprendre l'autonomie, etc. au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et donc ça va booster une dynamique nouvelle pour l'autisme en Algérie. Ce centre joue un rôle essentiel dans l'adaptation des programmes de formation et des dispositifs d'accompagnement, selon professeur Medjid Tebti, chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga. C'est la solution, c'est la stratégie adaptée. Et les solutions ne peuvent être apportées que par un centre national de ressources en autisme. Parce que le centre en lui-même va répondre à l'adaptation des programmes et aussi à la formation. Parce que ce centre-là qui va donner des instructions, des recommandations, des formations pour que ce soit des programmes de scolarité ou des programmes de prise en charge ou bien des programmes d'adaptation soient pris en charge au niveau de toutes les structures, probablement de santé, où ça sera un peu la tête, le réceptacle, un peu l'ordonnateur des formations. Cette décision établit un cadre solide pour accompagner efficacement les personnes autistes et leurs familles tout en favorisant une meilleure inclusion. L'utilisation des tablettes au sein des écoles, il en a été question en réunion du Conseil des ministres. La fabrication de ces outils doit impliquer des entreprises algériennes et des start-up. Il faudra atteindre un taux d'intégration de 70%. Samir Aloun. La généralisation des tablettes numériques dans les écoles primaires, un concept qui vise à alléger le poids du cartable pour les élèves et faciliter le travail pédagogique pour les enseignants, le numérique comme alternative aux méthodes traditionnelles. Premier avantage, les manuels scolaires, cahiers, se retrouvent regroupés dans une tablette en format électronique, facilement accessible pour permettre à l'élève de suivre le cours avec plus d'interactivité. Deuxième avantage, un cartable beaucoup plus léger pour nos plus jeunes, ce qui réduit la fatigue physique et les risques de troubles musculo-squelettiques. La généralisation
l'utilisation des tablettes numériques doit néanmoins s'accompagner d'un effort de formation et de sensibilisation à la destination des parents et des enseignants afin de mieux maîtriser et comprendre ces nouveaux outils. Shahrazad Mbarak, fondatrice de la plateforme éducative Binajah. Ce type de projet est vraiment très prometteur parce qu'il répond à un besoin réel pour protéger la santé des élèves, surtout les plus petits. Donc c'est un sujet qui a longtemps inquiété les parents. Il faut que les outils soient vraiment pensés pour les enfants, simples, intuitifs, ergonomiques, adaptés à leur âge et à leur niveau, et même leur contexte socioculturel. Trop souvent, on voit des solutions technologiques très ambitieuses, parfois mal adaptées au terrain. Donc au-delà de la technologie, il y a un enjeu humain majeur. Il faut absolument que les parents soient sensibilisés, formés, impliqués dans l'usage de ces outils. Une stratégie dans laquelle les startups sont impliquées, notamment celles spécialisées dans le domaine de l'éducation, pour contribuer avec leurs compétences et savoir-faire à la modernisation des outils pédagogiques. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé la révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des intendants dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur. Deuxième jour des épreuves du brevet d'enseignement moyen, les parents toujours aux côtés de leurs enfants pour cet examen, en particulier ce matin face à l'épreuve tant redoutée des mathématiques. Reportage de Maya Elkens. À peine sortis des centres d'examen du CEM Haroun Rachid à Sidi Mohamed, pour la plupart des candidats, ils n'ont pas caché leur mécontentement. Selon eux, l'épreuve de mathématiques n'était pas facile. Beaucoup l'ont trouvée longue et compliquée. ديال صعيبة ما خدمتش واعره داروا لنا واحد التمرين الثاني صعيب والثالث صعيب والرابع صعيب مات صعيب داروا لنا بزاف صعيب داروا لنا بزاف التمارين على الداله الخطيه وتالفيه. Pas vraiment, c'était un peu difficile. Premier exercice, c'était compliqué. Même le troisième exercice, je pense, c'était aussi compliqué la dernière question. Sinon les autres ça va. Quant à l'épreuve d'anglais, les élèves en général l'ont trouvée abordable. لا صافا نورمال سخانه بزاف مي نورمال خلاص صافا خدمت بيان ساهل كلش من الوضعيه الاولى حتى الوضعيه الدوزيام كاع ساهل. Anglais. سهل anglais. خدمت anglais مليح سهل. En anglais, c'était vraiment facile. C'était facile. Aux abords des centres d'examen, les mamans prennent des nouvelles de leurs enfants, partagées entre stress et espoir. L'épreuve de mathématiques, elle ne s'est pas révélée abordable pour tout le monde. Mon fils, il est difficile. Question deuxième, il était lent, ما قدرولوش. قالت لي ماما شويه يعني n'était pas difficile mais n'est pas facile تانيك. D'après les élèves قال لك il était lent, الوضعيه الادماجيه قال لك واعره. وكاينه une jeune fille ثاني قالت لك باللي les questions étaient claires mais c'était trop lent. C'est-à-dire si il est lent, c'est-à-dire il y a beaucoup de détails. انا جاب لي ربي c'est un sujet moyen. يعني logiquement اي واحد يقرا يخدم. L'après-midi, les élèves vont affronter les sujets d'histoire-géographie, des matières qu'ils considèrent comme faciles car basées sur la mémorisation, en attendant les autres épreuves prévues demain, dernier jour de l'examen. Les groupes Saïdal et Madar signent une convention dont le but est de développer localement des vaccins à usage vétérinaire, une démarche visant notamment à réduire les importations dans ce domaine. Meissa Smail. La création de cette nouvelle société spécialisée dans la virologie ouvre la voie à la fabrication locale de vaccins, un besoin urgent selon le professeur Yahya Chebloul, chercheur en virologie et immunologie. Actuellement, on assiste à une augmentation de l'émergence de virus parce que il y a trop de mixage entre les animaux et l'homme et entre différentes espèces animales. Ça fait des échanges de virus et ça crée de nouveaux virus qui sont capables de sauter et causer des infections chez l'homme. Assurer la sécurité sanitaire et renforcer la souveraineté du pays figurent parmi les principaux atouts de ce projet, comme le précise le docteur Hussam Krib, président de la société Agir. Nous, on est capable, à travers ce centre de recherche et l'usine de production, de produire tous les vaccins que l'Algérie achète de l'étranger. C'est une protection de l'économie et en même temps, si demain on a une pandémie de virologie, on est capable, dans un délai de 1 mois, grâce à l'innovation du professeur Chebloul, de mettre en place une thérapie rapide en attendant de fabriquer un vaccin. Un projet stratégique qui s'articule autour de 2 axes principaux selon les explications du professeur Krib. Il y a une partie avec l'enseignement supérieur. On est en train de créer un centre de recherche d'expérimentation animale. Une fois on a un résultat positif, on passe aux primates. La deuxième étape, à Biskra, on va concentrer les 2 centres de recherche où tous les chercheurs algériens, pas forcément liés à ce centre de recherche au niveau national, ils auront la possibilité de tester des médicaments et des vaccins. Une initiative qui vise à faire baisser les factures des importations, conquérir des parts de marché à l'international, tout en consolidant les capacités scientifiques nationales.
Direction la bande de Gaza, récemment créée organisatrice de la distribution à Rafah dans l'extrême sud de l'enclave. L'entité ou la GHF ne répond pas au test des principes humanitaires d'après l'ONU. De son côté, MSF critique cette fondation. L'ONG dénonce un dispositif déshumanisant et dangereux, évoquant des tirs sur des civils venus chercher de la nourriture. Le témoignage de René Brouman, ancien président de MSF et militant humanitaire. Il est contacté par Rabea Slimani. Il ne s'agit pas du tout d'aide humanitaire, il s'agit d'une modalité de l'occupation et de la stratégie de terreur et probablement d'expulsion des Palestiniens de Gaza que met en œuvre Israël. La Gaza Humanitarian Foundation, pas une ONG humanitaire, c'est une entité créée par les États-Unis et par Israël comme une sorte de faux semblant, façon de donner satisfaction aux alliés d'Israël qui s'inquiètent des images de famine à Gaza. Et les ONG continuent à travailler, mais dans des conditions de plus en plus dangereuses. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent, ils se sont même intensifiés. Le témoignage de la journaliste Arwa Achour, elle répond depuis Gaza, Karima Bennour. La bande de Gaza a vécu la nuit dernière une période des plus violentes depuis le début de l'agression sioniste. Une série de bombardements d'avions et de chars a fait trembler la région du nord vers le sud, et cela en moins de 20 minutes. Des maisons ont été démolies à l'ouest de la bande de Gaza. En parallèle, les combattants des brigades El-Qassam avec ceux de Saraya el-Quds ont ciblé une force sioniste enfermée dans une des maisons avec un missile anti-fortification et un autre anti-personne au sud-est de Khan Younes. Des résistants ont même attaqué des unités d'espionnage à l'est de Rafah dans le cadre de l'opération Toufan al-Aqsa. Russes et Ukrainiens se retrouvent une nouvelle fois aujourd'hui à Istanbul pour des négociations directes visant à avancer vers un accord de paix, mais les chances pour y parvenir sont minimes. Le président russe a d'ailleurs affirmé qu'une cessation des combats n'était possible qu'après des négociations sur ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre qui fait rage en Ukraine depuis février 2022. Le décryptage de l'analyste politique Bruno Drowski, contacté par Rabea Slimani. La Russie a toujours l'avantage sur le terrain en Ukraine. Maintenant, les opérations qui ont été lancées à l'intérieur du territoire russe, c'est les services secrets ukrainiens qu'on aurait eu tort de considérer comme inefficaces. C'est des services qui fonctionnent très bien, qu'ils ont su préparer l'opération. Techniquement, c'est un coup de maître de leur part. Cela étant, ça ne changera pas la situation militaire, mais c'est très important pour eux de marquer ce point, puisque c'est les négociations d'Istanbul qui ont commencé, et que bien sûr, psychologiquement, ils ont un avantage au moment de l'ouverture des négociations. Je ne pense pas que ce soit un hasard qu'ils aient frappé maintenant, même s'ils ont préparé la chose depuis 1 an et demi. La perte de dizaines de bombardiers d'action essentielle aux forces nucléaires russes et aux frappes contre l'Ukraine lors de l'attaque d'hier menée par l'armée ukrainienne est considérée comme significative. Quelle sera la riposte de Moscou? Élément de réponse avec Bruno Drowski. Sur le terrain, ces troupes avancent, et en particulier phase de course, donc je pense que ça va continuer. Et bon, je suppose qu'ils vont réussir à envoyer de façon assez soutenue des drones un peu partout sur les concentrations militaires ou les aérodromes d'Ukraine pour essayer de montrer que c'est eux qui continuent à avoir la maîtrise du ciel face à justement ces attaques. Donc je m'attends plutôt à une exacerbation des frappes aériennes russes, à la poursuite de l'offensive en Ukraine. Le marché pétrolier rebondit, porté par des tensions géopolitiques avec la crainte de perturbations d'approvisionnement, mais également suite à des hausses de la production de l'OPEP+, mais moins drastiques que redouté. Le Brent a augmenté de plus de 2%, affichant $64,24. À l'approche de l'Eid al-Adha, l'opération de collecte des peaux de mouton s'organise. L'objectif cette année est de pouvoir réutiliser 40% des peaux récupérées, explique Mordad Agoun, directeur de la veille stratégique au ministère de l'Industrie. Il répondait ce matin à Nariman Mendil.
Cette année, il y a un double objectif. L'objectif, c'est de la collecte générale. On table sur 2 millions, Inch'Allah, au minimum. Et je parle de la collecte brute. Mais le plus important pour nous, c'est d'essayer d'améliorer le taux de la collecte des pots utilisables. Et l'année passée, nous étions à 29%. Et cette année, nous comptons, Inch'Allah, avoir 40% des pots utilisables. C'est-à-dire la peau qui est acceptée. Et c'est pour ça qu'on table notre sensibilisation dans ce sens. Et pour faciliter la collecte des pots, des applications sont mises en place. Nous avons cette année introduit 2 applications. Donc c'est dans le cadre de la facilitation de cette opération et surtout pour faciliter l'action aux citoyens. La première, il s'agit d'une application qui est sur Android. C'est que Mélig Nadafa, c'est d'essayer d'avoir une information précise sur les lieux de collecte des pots. Donc l'application précise exactement l'endroit. La deuxième application, c'est l'application Mustafid. Le citoyen ne peut pas vendre la peau, mais il peut la donner. C'est-à-dire, donc il faut la céder. Le directeur de la veille stratégique au ministère de l'Industrie était l'invité du jour sur nos ondes dans la matinale. L'info revient dans quelques instants. Des orages dans le sud pour ce lundi, alors qu'une vague de chaleur s'abat sur plusieurs wilayas côtières. Il faudra cependant prendre des précautions. Plus de détails avec Ibtihal Addoun. La chaleur se fait intense dans plusieurs régions du pays. La canicule s'installe avec des températures dépassant localement les 40 degrés. Une situation éprouvante, en particulier pour les personnes fragiles. Fodel Koucha, prévisionniste à Météo Algérie. Cette hausse est due au flux de sud-ouest assez généralisé sur le nord du pays dans l'ensemble des couches de l'atmosphère, conjugué à des vents de sud à sud-ouest en surface. Cette configuration a entraîné une hausse de température. On attend un retour à la hausse à partir du vendredi, avec des températures entre 34 et 38 degrés sur le nord du pays, atteignant 40-42 sur les régions intérieures. Les recommandations restent simples mais essentielles. Boire de l'eau régulièrement, éviter les déplacements en milieu de journée. Des gestes simples pour limiter les risques liés à la chaleur. Kamal Hadjout, médecin généraliste. Les conseils que je donne à tout le monde, c'est de faire attention, surtout entre 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Il faut mettre des vêtements larges pour éviter justement l'insolation. En plus, pour les vieilles personnes, il faudrait qu'ils prennent beaucoup d'eau. Pour les bébés aussi, il y a certains patients qui prennent des diurétiques pour des maladies du cœur, d'hypertension. Il faudrait qu'ils fassent attention avec le café et le thé qui donnent des déshydratations. La vigilance reste de mise, d'autant que cette vague de chaleur pourrait durer encore plusieurs jours. Rester attentif et adopter les bons réflexes, c'est aussi une manière de se protéger et protéger les autres. Et la météo, nous y reviendrons à la fin de ce journal. Hausse des températures et risque d'incendie de forêt. Le dispositif est déployé, incluant des moyens aériens. Des mesures préventives sont aussi prévues. Correspondance de Médéa signée Rima Rahmani. Durant la saison 2024, la wilaya de Médéa, comme le reste du pays, a connu une baisse significative des incendies de forêt avec une réduction de 91% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Les incendies ont touché une superficie d'environ 3484 hectares répartis sur 732 foyers. Cette baisse est due à une meilleure préparation et à l'utilisation de moyens modernes, notamment des canadaires et des drones pour la surveillance et l'alerte précoce. Pour cette saison, les autorités locales ont doublé de vigilance avec tout un dispositif où il a été décidé l'interdiction d'accès des véhicules aux zones forestières pendant toute la saison estivale. La mesure en vigueur jusqu'au 31 octobre concerne les véhicules légers, les camions et les motocycles. Seuls les engins des services publics et les véhicules des riverains sont autorisés à circuler dans ces zones. Cette mesure s'applique à près d'une trentaine de sites répartis dans les communes de Temzguida, Hamdaniya, Ouled Antar, Ouled Halal, Bourar, l'Aïsaouia et Mezrana. En parallèle, la production de charbon est suspendue et les activités de camping et de barbecue sont également interdites à l'intérieur des périmètres forestiers visés. Cette décision vise à limiter les risques d'incendie et à préserver le patrimoine forestier local, surtout en ces périodes de canicule. Médéa, Rima Rahmani, Algérie 3. L'été s'installe donc crescendo de la protection civile, mais les bouchées doubles, notamment pour la surveillance des plages ouvertes à la baignade, direction la côte djidjilienne avec Abdelhamid Zoued. Le dispositif de prévention et de surveillance des plages a été officiellement mis en place à Djidjel, où les éléments de la protection civile ont pris leur base au niveau de 35 plages autorisées et surveillées le long du littoral djidjelien.
La surveillance dans 9 communes côtières sera assurée tout au long de la saison estivale qui s'apprête à recevoir un nombre important d'estivants. Précision du capitaine Halam Boumala, chargé de communication au niveau de la direction de la protection civile à Jijel. La direction de la protection civile du Jijel annonce la mise en place officielle du dispositif de surveillance des plages pour la saison estivale 2025 avec 35 plages surveillées et 37 postes de secours répartis sur 9 communes côtières. La direction appelle les citoyens à respecter les consignes de sécurité et à fréquenter uniquement les plages surveillées. Les numéros 10, 21 et 14 sont disponibles pour toute urgence. Un été en toute sécurité. Respecter les consignes de sécurité, les recommandations des maîtres nageurs et fréquenter exclusivement les plages surveillées, conseille la protection civile pour éviter des drames en mer. Djijel Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. On va rester justement à Djidjel Rostom Yahya Sherif pour parler de volleyball, la première journée du Carré d'As. Ça sera à partir de 16h pour le compte de la Nationale 1 chez les messieurs avec le premier match, la GSC Ouled Adouane qui affrontera le Mouloudia d'Alger, alors qu'à 18h, cette belle affiche également où le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Tlemcen, affrontera le Estadjnant. Merci Rostom. Selma Figuer Abdouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Samira à la console technique, Yassine Ostrimine et Houssine à la régie d'antenne. On retrouve Karima Bennour pour le bulletin météo complet.